What it do, baby? Un merci national, un merci international, un merci légendaire, gigantesque. Merci d'avoir été présent pour le live de Sans Restriction. Vous avez été nombreux. Le chat était insane tout long. Pour de vrai, c'était presque émouvant voir un an de travail, 113 épisodes audio, faire notre premier live pas Instagram, mais notre premier live sur notre nouveau site internet Sans Restriction, voir la réponse des gens, voir la réponse de nos invités qui ont dit oui tout de suite, 7 invités exceptionnels, Annie Gouglia, Vincent Dernay, Pat Laprade, Catherine Savard, Roselyne Filion, Daniel Walcott et Michael Kingsbury qui ont dit oui tout de suite pour venir faire le tour sur le live. C'est quelque chose qu'on va répéter naturellement parce que la réponse, je vous dis, elle a été exceptionnelle. Fait que je vous dis merci. Du même coup, vous assurez la pérennité du pod. Puis je suis complètement reconnaissant et humble devant vous. Je veux remercier partenaire du pod Bruno pour son travail exceptionnel. Que lui avait une job 100 fois plus tough que la mienne. Puis notre nouveau partenaire du pod Frank qui était aiguilleur là. Donc merci énormément. Le podcast ou le show live est disponible en rediffusion jusqu'au 14 mai. Donc, tu peux aller sur Eventbrite, taper rediffusion sans restriction, acheter ton billet et réécouter le show ou écouter le show pour une première fois. Je vous dis, 2 heures de plaisir, ça vaut la peine. Maintenant, mon invité cette semaine, Max Fortunus, un gars qui a joué plus de 1000 matchs chez les pros, brother from another mother. Écoute, son parcours est exceptionnel. Les joueurs avec qui il a joué, ça fait aucun sens. Je vous dis, c'est un retour dans le temps et j'ai dit à Max Ordon, mais il a un futur dans les médias, ce gars-là. De la façon qu'il parle, de la façon qu'il nous raconte les histoires. Il vient de prendre sa retraite, puis goddamn, engagez-le quelqu'un parce qu'il est fort dans ce qu'il fait. Je l'aime beaucoup. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lui parler pendant 45 minutes, puis c'est certain qu'on va faire un part 2. Donc, on s'en va écouter Max. Avant toute chose, je vous dis, vous avez jusqu'au 14 mai aussi, donc t'as la rediffusion, puis tu peux aussi profiter de 30% de rabais à la boutique sans restriction, 30% de rabais. Tu vas sur zonekr.ca, tu vas dans le catalogue, t'achètes le gear que tu veux, puis tu mets le code LIVE, L-I-V-E, LIVE, donc jusqu'au 14 mai 2021. Sur ce, on s'en va écouter ma main man, Max Fortunus, baby! Yeah! Je suis vraiment content de faire ce pod-là parce que, bon, j'ai déjà fait mon mea culpa. J'ai fait mon mea culpa parce que quand j'avais fait le line-up des greatest black players, j'avais omis de mettre ma man. J'ai fait mon mea culpa sur les internets, mais là, je le fais sur le podcast. Ma man vient de prendre sa retraite. Storied career, comme j'ai dit, Trailblazer, a joué partout dans le monde. Maxime Fortunus en forme. Très bien, en pleine forme. Yo, ça fait comment prendre sa retraite? Ah, c'est différent. L'état mental est complètement différent, disons. J'ai pas besoin de penser à bon, ok, il me reste 3 semaines avant de prendre mon break, puis après mon break, faut que je me remette à m'entraîner, puis on dirait c'est surtout cette partie-là, cette partie mentale-là que pour moi, à tous les étés, c'est la même chose. C'est comme j'arrive et puis bon, ok, mois de juin arrive, bon là, c'est l'entraînement commence, ça va être ça mon plan jusqu'au mois d'août, au mois de septembre, puis mais là, c'est complètement différent. J'arrive, puis là, je suis comme ok. J'ai du temps avant de moi, là. Je suis pas obligé d'aller au gym, je peux y aller si je veux, puis. Mais c'est fou parce que t'as vraiment, tu sais, juste pour donner une idée, bon, t'as joué ton hockey junior à Bécomo, puis c'est déjà un fait d'âme de jouer tes 5 saisons à Bécomo. D'habitude, ils vous échangent tout le temps 8 fois, là. Là, toi, t'as joué tes 5. Après ça, Louisiana, Houston, Manitoba, Texas, où, bon, là, t'es devenu capitaine de l'équipe. T'as joué à Dallas, Iowa, Fishtown dans la DEL. C'était comment les Air Miles sous ta carte, là? C'est du déménagement à pas à chaque année, mais à chaque 5 ans, c'était un déménagement, là. Ouais. Mais tu vois, si je regarde comparativement à plusieurs de mes amis où on a eu une vie quand même assez stable, ouais. Si je regarde comparé à d'autres joueurs de hockey où à toutes les années, ils devaient déménager, puis chaque année, tu sais pas où tu vas jouer l'année prochaine, mais
c'est sûr qu'au début de ma carrière, j'ai été 2 ans à Houston. Après ça, Houston puis en Louisiane. Après ça, j'ai eu la chance d'aller au Manitoba. On est resté là pour 4 ans. Après ça, ça a donné que je suis allé au Texas pour 6 ans. Donc, j'ai été quand même assez stable. Et avec la famille, ça a été quelque chose qui a été très bien pour nous autres de ne pas avoir à déménager à toutes les années, tous les 2 ans. Donc, ça te permet de t'habituer à une certaine place et d'avoir une certaine qualité de vie quand même. Maintenant, explique-moi qu'est-ce que le hockey fait à Houston. Il y a des gens qui étaient à vos matchs où ils pensaient que c'était la place pour aller pisser avant d'aller écouter du baseball. Non, pour vrai, à Houston, c'était différent. Mais c'est quand même une ville qui a eu du hockey pendant très longtemps. Je veux dire, les années 90, il y avait une équipe là-bas aussi. Je veux dire, Gordie Howe appelait jouer à Houston aussi. Donc, c'est vraiment différent. Mais c'est sûr que le basketball pour eux autres là-bas, c'est ça qui est le sport pour eux autres, pour la ville de Houston. Mais dans ce temps-là, on avait quand même des bons partisans. L'année avant que j'arrive, l'équipe avait gagné le championnat. Donc, ils venaient de construire une nouvelle arena pour le Rockets de Houston aussi. Donc, on avait déménagé dans cette arena-là aussi. Donc, mais c'est différent comme ville, par exemple. Quand tu arrives à Houston, là, Houston, c'est une grosse ville. Là. Il y a du monde, puis c'est pas les petits villages qu'on a au Québec. Là. Non, puis Houston, quand t'étais là-bas, t'as croisé quelqu'un qui a une carrière, je sais pas si, en fait, t'as joué 12 matchs, je sais pas si vous vous êtes entrecroisés parce que lui, il avait joué juste un match, mais Brent Burns était là aussi! Oui, j'ai joué avec Burnsy, oui, c'était... ça a tombé, c'est ça, parce que ces années-là, surtout, moi, je suis arrivé dans la première année du lockout. Ouais. En 2004-2005, je crois. Ben, je suis arrivé en 2003-4, puis 4-5, ça a été le lockout, donc... Tu vois, moi, la deuxième année que je commence ma vie professionnelle, je me dis, bon, je vais être capable de me tailler un poste dans la Ligue américaine, mais là, quand le lockout arrive, tous les gars de Ligue nationale ont descendu dans la Ligue américaine. Là, ça fait comme un gros effet domino, hein. Donc, ça t'enlève des places pour les gars un peu qui commencent comme moi, les plus jeunes, puis qui essaient de se tailler une place du côté de Ligue américaine. Donc, j'ai passé l'année dans la East Coast, mais j'ai quand même joué plusieurs matchs. Mais oui, c'est ça, j'ai pu jouer avec des gars comme, Mikko Koivu, Pierre-Marc Bouchard était là, après ça, t'avais, Brent Burns qui était là aussi. Donc, il y avait beaucoup de gars qui descendaient de la Ligue nationale qui venaient dans la Ligue américaine. Donc, ça a été... je jouais avec Brent Burns. Ça a été quelque chose de pouvoir être à côté d'un gars comme ça. Là. Est-ce que tu pouvais voir déjà que Brent Burns allait être le personnage mythique barbu et denté qui est maintenant? Mais ce que les gens savent pas, c'est que Brent Burns jouait en avant. Brent Burns, c'est un joueur d'avant. Ouais. Donc, pour moi, au début, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, bon, OK, c'est un joueur d'avant, ça me laisse une place à moi. Ça, c'était ma première année. Mais là, la deuxième année, quand moi, j'arrive, je me dis, bon, j'ai ma place en Ligue américaine, je vais pouvoir commencer à essayer de performer en Ligue américaine, puis jouer plus de matchs. Là, tout d'un coup, je dis, bon, Burnsy, on va te mettre en défense, on va te remettre en défense, puis... là, ça a comme enlevé ma place un peu, donc moi, j'ai été obligé de descendre après, mais c'est ça, dans ce temps-là, j'étais pas trop sûr de voir quel genre de joueur qui était, puis tout. C'était quand tu commences, quand c'est un jeune qui arrive comme ça dans la ligue aussi, tu sais jamais ce qui arrive aussi. Il y a des gars qui sont repêchés tôt, c'est des gros prospects, puis là, tout d'un coup, tu vois que leur performance arrive pas, mais lui, on peut voir qu'il a bien réussi, en disant, là, dans sa carrière. C'était comment Mikko Koivu? Parce que Mikko Koivu, c'est mythique parce que nous, on a eu son frère, tu sais. Oui. Mikko, j'ai adoré Mikko. Puis, c'est ça. Donc, j'ai été là pendant 1 an avec lui. Puis, tu pouvais voir même à un jeune âge, je crois qu'il a la même âge que moi. Oui, Mikko a la même âge que moi. Puis, c'était déjà un grand leader dans l'équipe. Puis, tu pouvais voir la façon qu'il se comportait. Pour moi, ça compte beaucoup. La façon que les gens sont, leur attitude avec leurs coéquipiers, avec les gens autour. Donc, Mikko Koivu, pour moi, ça a été un grand. Puis, même quand j'ai re-signé quand j'ai signé avec le Wild de l'Iowa en 2000, je ne peux même plus dire, 2016, 2017. Mikko Koivu, je suis allé au camp du Minnesota. Mikko Koivu était là, puis il se rappelait de moi aussi, donc on se parlait. Donc, on a eu... c'est le fun d'avoir des gars comme ça qui se rappellent de toi, qui viennent te voir, ils disent « Max, comment ça va? » Puis tout. Donc, on se rappelait le temps de nos années à Houston. Donc, Mikko, ça a été un grand leader, ça a été un grand joueur dans la Ligue. Ouais. So, quand tu reviens jouer au Canada, là, t'es-tu comme enfin ou t'es comme yo, c'est le Manitoba, ça compte pas?
Mais tu vois, ben oui, c'est ça. Mais au début, moi, j'étais à Houston, puis je me suis dit, c'est le fun. En plus, il fait chaud, t'es au Texas. Pour moi, c'est comme, t'as 20, 21 ans, tu dis, bon, c'est parfait. Il n'y a pas de taxe! Mais non, c'est ça. En plus, c'est pas de taxe. Mais pour moi, je crois que c'était surtout de pouvoir avoir ma place en Ligue américaine, d'avoir un spot régulier sur l'alignement. Puis, je voulais faire ce que je veux pour pouvoir signer. Puis, c'est l'été après ma deuxième année à Houston, j'ai eu un appel du directeur général du Manitoba qui me dit, Max, il dit, franchement, ça fait 2 ans que j'appelle ton agent pour que tu viennes jouer avec nous autres, puis tu restes tout le temps à Houston. Donc ça m'a fait, il m'a comme démontré beaucoup de confiance, puis qui voulait m'avoir dans son équipe. Donc j'ai signé mon premier contrat avec Manitoba cette année-là. Puis je me souviens, c'était Alain Vigneault qui était là, qui coachait, puis ça a été comme vraiment l'année où je me suis dit, oui, je suis capable de jouer dans cette ligue-là, puis depuis ce temps-là, j'ai été dans la Ligue américaine sans problème. Mais c'est avec la confiance que ces gens-là m'ont donnée, je veux dire, c'est le directeur général qui était là, c'était Craig Heisinger. Puis pour lui, c'est encore ma personne ressource, disons. Là. Quand j'ai besoin d'un conseil, c'est tout le temps cette personne-là que j'appelle. Puis il y a tout le temps des gens comme ça dans notre carrière avec qui on fait confiance, à qui on a besoin. Puis lui, ça a été vraiment la personne pour moi. Là. En parlant de gens mythiques ou légendaires, toi, t'as joué avec Joseph Balige. Yes! Joseph Balige. Yo, il était comment, lui? Lui, Joseph, oui. Lui, c'était un gars relax, tu sais. C'est un gars qui était relax, mais il arrivait sur la glace, puis big shot, puis... Oh non. Joseph Balige, c'était quelque chose. C'était ça. Quand j'ai vu qu'il était venu jouer avec Montréal un petit peu, puis... Ah oui, j'ai trouvé que ça a été... C'était drôle de voir quelqu'un comme ça avant, puis de le voir plusieurs années après qui arrive dans un autre contexte. Ouais. Joseph Balige, moi j'ai adoré ce gars-là. C'est un Européen qui arrive aussi comme ça, que tu sais, je sais que lui, je crois qu'il avait joué junior aussi en Ontario, peut-être, ou il y a quelque chose comme ça. Donc il était un peu plus acclimaté à la vie nord-américaine un peu là. Ouais. Mais non, mais c'est le fun. J'adore avoir la culture européenne dans une chambre. Là. Ça vient mettre de l'ambiance un peu, puis j'ai Joseph Balige aussi. Ah oui, c'est vrai. Tu me rappelles des noms comme ça là, que j'oubliais dans ma liste. Mais oui, j'en ai plein pour toi parce que ta deuxième année, bon, t'arrives. Là, t'es vraiment plus acclimaté. Là, c'est ton chez toi, c'est Manitoba. Il y a Alex Edler qui se pointe. Mm-hmm. Est-ce que tu sais que Alex Edler va devenir le joueur qu'il est devenu aujourd'hui ou le gars était poche, il a dû travailler fort? Non, Alex Edler, ça a été tout de suite le coach. Ça a été mon partenaire sur la glace. On a joué quoi, 1 an et demi, 2 ans ensemble peut-être? Ouais. Puis on a joué ensemble pendant toutes ces années-là. Puis lui, je pouvais voir que il allait être quelque chose. Là. C'est un gars c'est un gros bonhomme, patine bien, il est bon avec la rondelle, il est bon offensivement. Tu sais, un gars qui a vraiment tout. Là, tu regardes aller, tu fais comme waouh, ce gars-là est comme ce gars-là est bon là. Ce gars-là, Ouais. Mais... Puis non, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Puis, ouais, c'est ça. Ça a été des bons moments et j'ai pu apprendre beaucoup de lui. Même si j'étais plus vieux que lui, je pouvais apprendre de lui. Puis, en même temps, on se complétait très, très bien sur la glace. Puis, avec lui, moi, ce qui m'a marqué, c'est que on avait, dans ce temps-là, c'était Scott Arniel qui nous coachait aussi. Puis, à la fin de sa dernière année, avant qu'il parte, il dit, Scott Arniel m'a dit, Max, j'ai dit à Alex Edler d'être sûr de te remercier pour ces années parce que tu l'as bien coaché puis il va se rendre à l'Union nationale puis tu vas avoir avoir joué une grosse partie là-dedans pour son cheminement. Donc ça a été un gros compliment que j'ai eu, un des meilleurs compliments que j'ai eu là, dans ma carrière. Wow, ça c'est nice, man. Ça c'est nice. OK, so une autre affaire que je trouve fou, OK? So là, toi tu joues avec Manitoba, puis là t'es installé. Puis là il y a un patinet qui arrive dans l'équipe. Patinet Mike Keane, OK? Le gars, il a joué avec Canadien, Colorado, New York, Dallas, Saint-Louis, Et là, il arrive à Manitoba. C'était comment la réaction dans la chambre quand les gens arrivent, là? Les gens, OK. Donc, cette année-là, on était encore dans le camp d'entraînement parce que lui, il était allé faire le camp. Ça, c'était ma première année aussi. Il était allé faire le camp à Vancouver. Ouais. Donc, il était peut-être sur la fin un peu. Je crois qu'il avait 37 ans ou quoi. Puis, ouais, c'était fini. Puis, donc c'est ça. Moi, je suis dans la chambre avec un autre de mes coéquipiers, Jimmy Roy, qui était un autre plus vieux aussi, qui était une légende au Manitoba aussi. Puis, on est dans la chambre, on était à Peoria, on avait un match hors concours. Puis là, tout d'un coup, j'entends cogner, 9h le soir, j'entends cogner dans la chambre. Là, je vais ouvrir la porte. Là, j'ouvre la porte. Là, je me dis,
je connais cette personne-là. J'ai déjà vu son visage. Je suis sûr que je le connais. Là, il rentre, je retourne sur mon lit. Là, je vois mon roommate qui me dit « Oh, Max, il dit ça, c'est Mike. » Là, dans ma tête, ça a cliqué. J'ai dit « Wow, c'est Mike Keane. » J'avais comme « Attends un peu. C'est Mike Keane, ça. » Il dit « Mike Keane, des Canadiens, mais oui. » Là, il se présente, puis tout. Puis, ah non, l'affaire là-dedans, c'est qu'avec Mike, quand j'étais jeune, mon joueur préféré chez les Canadiens, c'était Mike Keane. Wow! Ça a été tu sais, j'étais jeune, Mikey, numéro 12, capitaine des Canadiens, lui, ça a tout le temps été mon joueur préféré. Demande-moi pourquoi. C'est un petit joueur d'avant qui est feisty, qui est complètement opposé de moi, peut-être. Mais c'était mon joueur préféré. Donc, avoir eu la chance de voir, mais après ça, d'avoir eu la chance de le connaître comme il faut, je crois que les gens peuvent même pas comprendre à quel point ce gars-là était un leader, puis à quel point il a aidé plusieurs équipes. Il a gagné 3 Coupes Stanley. Mais si tu parles avec des gars comme Sakic, Rob Blake, qui était au Colorado quand ils ont gagné les Coupes, même à Dallas aussi, avec les Modano, les Littman, puis ils vont tout le temps te dire Mike Keane, c'était celui qui était là, puis c'était celui qui était la glue, c'était lui qui était la colle, qui était le leader dans la chambre. Hein? Wow! Donc ça, j'ai appris tellement de ce gars-là. J'ai eu la chance de devenir vraiment proche avec lui, puis d'avoir des bonnes relations, puis c'est encore, comme je te disais tantôt, il y avait Craig Heisinger, le GM, qui était un de mes conseillers si j'avais un problème, mais Mike Keane aussi, lui, fait partie de cette liste-là. Si j'ai un problème, une des premières personnes que je vais appeler, ça va être lui pour demander conseil, puis c'est un gars que je respecte énormément, puis une des meilleures choses, c'est que ce gars-là, c'est tellement un clown aussi. Ah ouais, raconte-moi un mauvais coup. C'est un clown, mais c'est quelqu'un qui adore faire des coups, puis des mauvais coups, puis il nous contait tout le temps ce qu'il faisait dans le temps quand il était à Dallas, puis une journée, je crois qu'il nous contait qu'il avait pris le bureau de leur soigneur ou du gars de l'équipement, je sais pas, il y avait comme un mur qui montait pas jusqu'au plafond. Donc les gars ont acheté les petites, comment t'appelles ça, les petites packing peanuts là, pour mettre chez UPS là, pour remplir les boîtes. Ils ont acheté, je sais pas, ils ont commandé un camion puis ils ont rempli le bureau de leur trainer avec ça. Wow! Au complet, jusqu'au plafond. Puis moi, c'est resté dans ma tête. J'ai dit, wow, comment ils ont fait pour faire ça? À quoi ils ont pensé? Mais le jour de sa fête, c'était le fin mai, 30 mai, je crois, sa fête. Puis je me suis dit, j'étais avec un autre de mes coéquipiers. J'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, on prend son camion, on a déplacé son camion dans un gros stationnement proche de l'aréna, qui était un gros stationnement ouvert en plein centre-ville de Winnipeg. On est allé acheter des gros packing peanuts, comme plein de sacs. On a rempli son camion au complet avec des packing peanuts. Wow. On a mis sa clé en plein milieu. On a mis de la farine dans son coffre. Puis il y avait un Honda Ridgeline ou un genre de pick-up Honda. Puis donc après la pratique, les gars, tout le monde se dépêche parce qu'on est allé se cacher sur une terrasse sur le haut qui était face au stationnement. Là, on le voit sortir de l'aréna, il cherche son auto, il voit pas son auto. Tout d'un coup, il voit son auto en plein milieu d'un stationnement. Il fait, c'est qu'est-ce qui se passe là? Nous, on était cachés en haut d'une terrasse. Puis là, on le regarde tout silencieusement. Puis là, tout d'un coup, il dit, c'est quoi qui se passe? Tout d'un coup, il regarde son camion, il fait comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme plein de paquets de peanuts jusqu'au toit de son auto. Il savait tellement pas quoi faire là, tout d'un coup, il a arrêté, il est allé chercher un hot dog à côté, il y avait un petit hot dog stand. Il se met à côté de son auto, il commence à manger un hot dog. Mais l'auto, on a tout filmé la scène en plus. J'ai encore ça sur vidéo, puis c'est tellement drôle de voir sa réaction. Il se met à parler avec des gens, puis là, tout d'un coup, il sait pas quoi faire. Là. Tout d'un coup, il essaie de dire, bon, je vais ouvrir la porte, les pilés, toutes les petites syromousses qui commencent à revoler partout dans le stationnement. Wow. Et puis, donc, tu sais ça. Puis là, mais ce qui était drôle là-dedans, c'est que c'était vers la fin de l'année, mais franchement, peut-être 2 semaines après, on voyait encore les packing peanuts dans le centre-ville du Winnipeg. Ils se promenaient un peu partout. Donc, my God! Avec lui, j'en ai appris beaucoup, mais on a fait des mauvais coups avec lui. Là, ça, c'est... J'adore. OK, un autre joueur qui a marqué l'imaginaire québécois, qui est parti trop tôt naturellement, mais que moi, je me rappelle, moi, j'étais dévasté. Je l'avais vu au championnat du monde junior, puis j'étais comme, yo, ça, c'est le next one. Luc Bourdon, parle-moi un peu de lui, parce que sur les 113 épisodes de Sans Restriction, on n'a jamais encore parlé de lui, puis moi, pour vrai, c'était un de mon top 5 World Junior guys. Là. Ouais, Luc, ça a été un gros choc, oui, quand il est parti, mais comme je crois que Luc était arrivé. Drôle d'histoire, c'est que il était arrivé à la fin de l'année.
pour jouer une partie des séries avec moi ou bien la fin de la saison. Puis c'était mon partner, c'était devenu mon partner aussi sur la glace. Donc on joue, mais pour une certaine raison, ça, je sais pas pourquoi. Des fois, en tant que joueur, des fois tu t'es matché avec d'autres gars que ça fonctionne pas. Hein? Ouais. Tu sais, pour une certaine raison. Puis tu sais, j'essayais, fallait que je lui montre le chemin aussi. Puis là, je suis sur la glace, mais à chaque fois que j'embarquais sur la glace avec lui, on avait une chance de compter contre nous autres. Là, je dis, ben non, ça se fait pas. À toutes les fois, je dis non, il y a quelque chose qui marche pas. Là. C'est pas qu'on s'entend bien puis tout, on communique bien, mais à toutes les fois, je dis, la saison finit comme ça, mais là, l'année d'après, je me dis, c'est impossible que j'avais encore ça dans la tête. Je dis, c'est impossible que l'année d'après, on passe l'année ensemble puis qu'on ait encore des chances de marquer. La saison va être longue pour moi. Là. Ouais. Ouais, donc ça a été drôle, mais tu sais, j'ai pu apprendre quand même, c'est ça, à le connaître durant la saison. On a eu une bonne saison, donc c'est un jeune joueur qui arrivait aussi, qui était quand même bien vu dans l'organisation de Vancouver dans ce temps-là. Puis non, c'est ça. Puis c'était quelqu'un que tu voyais qu'il allait avoir une bonne carrière aussi. Hein. Ouais. Donc puis là, c'est ça, quand tout d'un coup, je veux dire, la saison finit, puis tu sais, comme à toutes les années, nous autres, on est comme une famille. Quand tu arrives dans une équipe, puis il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, tu deviens une famille. C'est les gars avec qui tu es pendant toute l'année, pendant 6 à 9 mois. Hein. Donc, tu te dis, bon, on se voit dans 3 mois pour le prochain camp d'entraînement, puis on pense jamais que quoi que ce soit va arriver. Hein. Mm. Et puis, je vais tout le temps me souvenir de cette journée-là parce que je revenais de Bécomo, j'étais avec ma femme dans l'auto, ma femme dormait dans l'auto, je conduisais, on était sur la 138 entre Bécomo et Montréal quelque part, puis tout d'un coup, j'entends à la radio qu'il y a un ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui est décédé. Je fais, c'est OK, c'est correct. Mais là, après le commercial, là, tout d'un coup, ils commencent à en parler, puis ils disent, Luc Bourdon vient de décéder, puis là, tout d'un coup, j'ai réveillé ma femme, j'ai dit, puis il nous restait peut-être 6 heures de route, on n'a pas dit un mot pour les prochains 6 heures de route qu'on avait à faire, tellement qu'on était sous le choc, tellement que c'était... tu sais, quand tu penses jamais que quelque chose comme ça va arriver. Là. Donc, non, ça a été un gros choc pour tout le monde. Donc, c'est des choses qui arrivent dans une carrière aussi. Des fois, ça va arriver. J'ai joué avec plusieurs joueurs aussi qui ont perdu la vie au cours de ma carrière. Donc, c'est jamais des moments qui sont faciles. Mais je suis quand même content qu'on parle de lui sous le pod parce que je te dis, moi, c'était je l'avais tellement aimé dans le World Junior, puis j'attendais tellement de voir sa carrière dans la Ligue nationale. Donc, je suis content qu'on prenne le temps de le mentionner sur le pod. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en allant acheter un billet pour la rediffusion du live sans restriction, le premier de l'histoire, cet invité exceptionnel. Vous allez sur Eventbrite, vous tapez rediffusion live sans restriction ou sans restriction, ça va sortir tout de suite. Vous achetez votre billet, on vous envoie le code, le password pour écouter l'événement, on vous envoie le lien, puis vous pouvez profiter de cette belle soirée qu'on a eue avec cet invité de marque. Sur ce, on retourne écoutez ma main man, Max Fortunus, baby! Maintenant, bon, quelques années plus tard, t'arrives à Dallas. Tu rentres dans le vestiaire. Brad Richard, Louis Eriksson, Brandon Mike fucking Modano. Ouais. Yo, quand tu rentres dans le vestiaire, là, c'est quoi tu te dis? Est-ce que tu te dis, yo, faut pas que je marche sur le sac de personnes, là? Non, mais, ben oui, mais en même temps, il y a des gars, les gars sont tu sais, t'as certaines personnes avec qui tu peux t'entendre bien, moins bien, c'est sûr et certain. Mais les gars à Dallas, quand je suis arrivé là pour la première fois, les gars étaient tellement bien accueillants aussi. Il y avait Stéphane Robida qui, moi, m'a vraiment aidé, m'a pris sous son aile. Il y avait, surtout avec les Québécois qui étaient là, il y avait Mike Robida, justement, puis Mike Ribeiro qui était là. Ouais. Puis Mike, c'est quelqu'un aussi qui... Tu le voyais, puis t'es tout le temps content de te voir. Donc, ça te met tellement plus à l'aise une fois que t'arrives, parce que on s'entend qu'il y a déjà une période de stress hein, quand t'arrives dans une chambre comme ça avec des superstars comme ça. Là. Donc, quand t'arrives et que les gars peuvent te mettre à l'aise, une fois que t'es sur la glace, ça te permet de performer encore mieux que juste d'avoir la confiance, de pas avoir le stress de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. C'est des gars qui sont là pour t'aider, qui sont là pour te faire performer. Parce que si toi tu performes, ils vont performer eux autres aussi. Ouais. Donc mais c'est ça, avoir des gars comme Modano, puis encore là Mike Modano, c'est un bon ami à Mike Keane aussi, c'était un des meilleurs amis à Mike Keane. Donc
j'ai parlé à Mikey de lui aussi, il dit Modano, c'est comme un enfant aussi, là. Modano, lui, c'est la même chose. Il adore jouer des tours, puis il adore, mais c'est quelqu'un qui faisait juste rire tout le temps en train d'essayer de faire rire quelqu'un, ou bien. Donc, t'as-tu un mauvais coup de Mike Modano? T'as-tu un mauvais coup? Mike, non, j'ai pas été assez longtemps avec lui pour voir des mauvais coups, mais je pouvais voir c'est quelqu'un, il était tout le temps en train de rire ou quoi que ce soit, là, donc, mais c'est quelqu'un qui a été très, très, très accueillant aussi pour moi, puis tous les gars dans la chambre à Dallas, là, ça a été vraiment une belle expérience, là. Surtout quand c'est la première fois que tu te rends dans la Ligue nationale, là, c'était vraiment fou, là. Yo, il y en a un, là, qui est underrated till this day, mais que quand je regardais, j'étais comme lui, je voudrais jamais être un contre lui. Jere Lehtinen, là, à quel point le gars était fort. Il était intelligent. C'est ça l'affaire, c'est que tu le regardes, mais c'est un gars qui avait l'air de rien, son coup de patin avait l'air un peu de rien aussi. C'est pas quelqu'un qui avait l'air. C'est pas un Brad Richards qui avait l'air il a pas l'air d'un superstar. Tu le regardes, tu te dis OK. Puis en plus, quand j'étais là-bas, il était déjà plus vieux aussi. Là. Il était déjà. On dirait un comptable. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui était tellement intelligent sur la glace, puis tellement. Tout ce qu'il faisait, c'est comme quelqu'un qui fait jamais d'erreur. Il est sur la glace, puis. Il y a tout le temps le bon jeu, donc c'est quelqu'un sur qui les gars, les coachs pouvaient tout le temps se fier, puis c'est quelqu'un qui communiquait beaucoup aussi avec les gars, dire bon ok, on va essayer ça comme ça, fais ça comme ça, pour te donner des conseils, puis non, Jere Lehtinen, c'est comme tu dis, c'est un underrated, ça c'est sûr et certain. Ouais, ok, quand t'es en pratique là, ok, quand t'arrives tu fais tes premières pratiques de la Ligue nationale, puis là c'est à ton tour de faire la drill. Là, tu vois Brad Richards arriver avec toutes les footmains qu'il y a dans ses mains. Là. La panique commence quand il est passé ou quand il arrive. Là, tu te dis, OK, je recule. Tu fais juste reculer tout d'un coup. Là, tout d'un coup, tu remarques que t'as reculé trop loin. Non, mais... Ah ouais, non, c'est sûr. Brad Richards, même si j'avais joué contre lui aussi dans le junior quand j'avais 16 ans. Je crois qu'il avait 19 ans dans ce temps-là. Donc, déjà dans le junior, il était trop fort pour tout le monde. Donc, de le voir après, puis il peut performer comme ça dans la Ligue nationale, puis déjà être presque trop fort pour les autres aussi. Ouais. Tu fais comme, OK, là, ce gars-là est quelque chose aussi, là, mais ça a été un joueur qui était vraiment impressionnant sur son style de jeu, la façon aussi qui pouvait faire les choses sur la glace, puis qui était efficace. Surtout, c'est un gars qui était vraiment offensif, là, donc offensivement, c'est un des premiers que j'ai vu que, oh oui, lui... Okay, c'est ça la Ligue nationale. Là. Puis un dernier à Dallas, Jamie Benn. Là. Toi, t'as connu Baby Ben. T'as connu Baby Ben. J'ai connu Baby Ben, oui. Oui, j'ai connu Baby Ben, moi. Baby Ben, là, c'était... Ça m'a tout le temps surpris parce que lui était repêché, 7e ronde, je crois, ou... Late. Vraiment en haut, late, tu sais, c'est ça. Puis il y a personne qui croyait, mais quand je l'ai vu au camp d'entraînement, j'ai fait, OK, lui, il est supposé rester, puis... Je crois qu'il va rester pour vrai, là. Même, il va passer en avant des first picks, puis des second picks, puis... Donc, non, donc il est resté toute l'année, mais il a tellement performé pour sa première année à 20 ans que tout le monde se demandait si ça allait vraiment durer, là. Mais je pouvais voir, c'est un des joueurs les plus complets que j'ai vu dans ma vie. Je pense qu'il... en anglais, on dit he glides faster than I skate. Lui, il fait juste arrêter de bouger ses pieds puis il va déjà plus vite que moi quand j'essaie d'aller à pleine vitesse. Wow. Donc, il est rapide, il a des mains, il frappe, il peut se battre, il fait vraiment tout ce qu'un joueur complet que tu vas avoir besoin. Puis c'est un vrai leader, puis son attitude est vraiment incroyable dans la chambre. Sa première année, quand j'étais au Texas dans la Ligue américaine, il est venu nous jouer avec nous autres dans les séries. Ouais. Puis il a joué avec nous autres. Mais tu sais, souvent les gars qui reviennent de la Ligue nationale, qui reviennent dans la Ligue américaine pour les séries, sont comme OK, j'ai fait ma job dans la Ligue nationale, ça me tente pas d'être dans la Ligue américaine, mais lui est arrivé, puis c'était non, on y va jusqu'au bout, puis il travaille, puis son attitude a vraiment été incroyable, puis il a vraiment démontré beaucoup de leadership aussi, même en étant un jeune joueur, là. Mais nos coachs le faisaient jouer presque à tous les deux chiffres. Donc, à la fin, quand on s'est rendu en finale, il était un peu fatigué, disons. Tu sais.
parce qu'on lui en donnait, là, mais donc ça a été peut-être une petite surcharge de travail pendant les séries, mais non, ça a été, ça c'est pour moi, en ce moment, c'est un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale, c'est sûr. Parce que, bon, là, j'ai nommé les villes tantôt. On s'entend, là, à part, Houston, mais Houston, c'était pas nécessairement une grosse ville de hockey, mais, tu sais, t'as joué dans des villes où, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de brothers dans les quartiers, là. Okay? Tu sais, c'était comment vivre cette genre un genre de choc, là. Tu joues au hockey, t'es la star du Texas, t'es le capitaine de l'équipe, mais c'est pas un sport où il y a beaucoup de frères qui jouent, tu comprends? Ouais. Non, ça c'est. Mais je veux dire, ça a été. Je veux dire, ça a été toute ma vie, disons. Là. Ça a été. Quand tu grandis au Québec, c'est sûr que c'est pas un sport où il y a beaucoup de vraiment de diversité dans le sport. Pas dans les années dans les débuts des années 2000 ni puis avant ça. Donc mais pour moi, ça a tout le temps été tu sais, je fais mon affaire puis tu vois, les gens vont m'accepter pour les performances que je vais donner, puis je veux dire, s'ils n'aiment pas ça, ben je vais juste leur prouver qu'ils n'ont pas raison. Donc, mais c'est ça, pour moi, ça a été souvent, avant d'être un joueur de hockey, tu es une personne. Ouais. Donc, la façon que tu te comportes en société avec les partisans, avec les gens autour, ben, je veux dire, oui, on est à l'aréna en tant que joueur de hockey, mais quand je sors de l'aréna après, mais je suis en société, puis je me comporte comme n'importe qui. Donc, j'essayais que les gens puissent me voir d'une façon plus humaine. Humaine, exactement. Puis, c'est ça. Donc, pour moi, les relations entre les gens comptent pour beaucoup, disons. Donc peu importe la ville, je veux dire, on était au Texas, comme tu dis, c'est pas vraiment une ville de hockey, mais les gens adorent le hockey là-bas aussi. Là, tu vois? Ouais. Donc, nos partisans étaient incroyables. Puis, c'est tout le temps pour moi. J'ai tout le temps été un joueur qui travaillait. Donc, pour moi, c'est la première chose que je dois donner quand j'embarque sur la glace. Là. Mais, tu sais, bon, en étant un petit peu plus proche des joueurs actuels, puis j'ai souvent des conversations avec les joueurs les joueurs issus de la diversité, parce que c'est pas juste les Blacks, là, c'est des Asiatiques qui jouent, puis des gens des Premières Nations qui jouent. Puis il y a certaines arénas que t'es pas le bienvenu. Exemple, Boston, tu n'es pas le bienvenu. C'est tout le temps l'aréna qui revient le plus souvent, ou la ville qui revient le plus souvent lorsque je parle de ce sujet-là avec quelqu'un. Ouais. Y a-tu des arénas pour toi que t'es comme, yo, je savais que quand j'allais là, ça allait être une longue soirée, là? Pour moi, non. Parce que je suis tellement quelqu'un qui a un focus sur le jeu que vraiment, là, tout ce qui se passe autour, là, il y a tellement rien que je vois rien. Là. Je suis vraiment... Okay. Et souvent, les gens me le reprochent. Ma femme me le reproche tout le temps. Elle dit, Max, tu vois absolument rien de ce qui se passe sur le... Des fois, là, t'es tellement focusé sur le match. Puis, petite anecdote comme ça, je me souviens, on était au Texas, justement, puis j'ai mon petit garçon dans ce temps-là, je crois qu'il avait... il devait avoir 6 ans, peut-être. Cute. Donc, moi, je me prépare à aller sur la glace juste avant le match, puis je suis tout le temps comme le dernier pour rentrer sur la glace juste avant que le match débute. Puis, il y a tout le temps une file au Texas, il y a tout le temps une file il y a une file à gauche, à droite, il y a des partisans qui sont là, qui veulent te donner des high five, tout ça. Puis moi, je suis tellement focus, j'embarque sur la glace, puis je vois personne. Puis mon petit garçon, ma femme était là sur le côté, je suis passé tout droit sans même les voir. Puis mon petit garçon était là, il me regardait, puis là, c'est comme si j'ai fait tout d'un coup, j'ai comme il était là. Puis là, je suis tellement focus. Puis ma femme m'a dit, Max, c'est dit pour vrai, tu peux nous regarder. Mais c'est comment qu'ils l'ont vécu? Comment qu'ils l'ont vécu parce que tu sais, c'est quand même hors de l'ordinaire avoir un papa qui joue professionnel au hockey. Tu sais, comment qu'eux le vivaient? Eux autres, oui, sais-tu, eux autres, surtout mon plus vieux qui a été... mes autres sont un peu plus jeunes maintenant, mais mon plus vieux a été là avec nous autres au Manitoba, puis au Texas surtout, puis à d'autres places aussi, mais surtout à ces places-là. Puis non, lui, surtout là-bas, nous autres, il adorait ça. Il pouvait venir dans la chambre après, puis rencontrer les joueurs, puis même quand on était à Dallas, il pouvait venir puis rencontrer. Je veux dire, quand tu prends des photos avec Jamie Benn, puis des Modano, puis des affaires, tu peux leur parler, puis surtout mon plus vieux, que lui, il pouvait réaliser un peu plus ce qui se passait. Donc, pour eux autres, ils ont tout le temps adoré pouvoir faire ça. Donc, souvent, je leur dis, je sais que souvent, il y a de ses amis qui vont voir des joueurs de Ligue nationale, puis donc ça, c'est une petite affaire. Des fois, il y a de ses amis qui vont dire, j'ai vu tel joueur de Ligue nationale, puis tout ça, mais
c'est comme si pour mon garçon, pour lui, des fois, c'était pas aussi gros parce que lui, il a pu vivre. Il a vu tout le monde. C'est ça, il a vu du monde, il a eu l'expérience. Donc, mais je pense que maintenant, il est un peu plus vieux maintenant, je pense qu'il réalise un peu plus à quel point quand il peut voir des joueurs comme ça, c'est quand même une grosse occasion. Mais non, c'est ça. Donc ça a été quand même c'est quand même une vie qui est différente pour certains jeunes. Est-ce que quand tu regardes un match, parce que nous, on enregistre le 7 mai, notre podcast sort lundi qui s'en vient. Quand tu regardes un match du Canadien, exemple, ou whatever de la Ligue nationale, est-ce que tu es capable d'apprécier encore? Parce que je sais que moi, si je regarde un match de football, pour de vrai, j'ai aucune appréciation pour ce que je vois. Je suis dans l'analyse constante. Complètement. Complètement. J'ai beaucoup de difficultés. Je suis pas capable de regarder un match de hockey en tant que partisan. J'ai de la difficulté. Je suis pas capable parce que je suis juste tout le temps en train de déchiqueter quel jeu qu'ils ont fait. Ils ont, OK, non, lui, il aurait dû aller là, il aurait dû aller là. Il y a un analyste qui dit ça. Là. Moi, je me dis non, c'est ça t'as dit ça, mais moi, je pense que c'est ça qu'il aurait dû faire. Donc, j'argumente avec les analystes des fois. T'argumentes tout ça chez toi? Tout ça chez moi avec les analystes. Ça m'arrive très souvent aussi. Wow. Mais non, c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à regarder les matchs à cause de cette raison-là. On est tellement là-dedans que tout ressort un peu. On n'a pas le même œil. Comme toi, tu n'auras sûrement pas le même œil avec le football qu'une personne régulière qui regarde un match. Donc, mais non, parce qu'on regarde pas la même chose. C'est que moi, admettons, quand j'écoute le football, les gens vont être focus sur ready, set, out, sur le quarterback. Ouais. Moi, je vais être focus sur il y a combien de receveurs de chaque barre, qui est sur qui. Le running back est du côté droit au lieu du côté gauche. Ça, c'est un signe. Fait que c'est ça qui fait en sorte que je déteste écouter du football. C'est ça. Moi, écouter du football, je regarde si le gars est dans mon pool ou s'il est pas dans mon pool. Puis c'est tout. C'est juste ça que j'ai besoin de savoir. Oh, God. OK, quand ils t'ont nommé capitaine au Texas, là, parce que bon, t'avais été capitaine avec le Drakkar de Bécomo, c'est une chose, mais là, t'es capitaine d'une équipe professionnelle, t'as un 6 sous ton chandail. C'est quoi la réaction? Puis le turn-up, il est gros comment? Pour moi, la réaction, c'est sûr, c'est tout le temps un honneur quand t'es coéquipier ou quand ton entraîneur te nomme capitaine. Ça veut tout le temps dire beaucoup sur ta personne, je crois. Puis, mais pour moi, je suis tout le temps resté la même personne. Ça devient un peu cliché, là, mais pour moi, c'est quelque chose qui a tout le temps été important. Puis je crois tu pourrais demander ça à des coéquipiers que j'ai eu, que j'ai été capitaine ou que j'ai pas été capitaine. Pour moi, j'avais un but dans la saison, c'était de me rendre en finale pour gagner un championnat. En partant de ma saison, c'était ça qui était l'important. Donc, j'allais prendre les moyens pour le faire à chaque saison. Mais d'être nommé, non, c'est ça. C'est tout le temps un grand honneur. Puis en même temps, pour moi, j'essayais tout le temps de prendre de mes expériences passées pour pouvoir le léguer aux autres joueurs qui arrivaient aussi, puis même aux joueurs qui étaient de mon âge pour leur donner de mes expériences, parce qu'on a chacun des expériences différentes en tant que leader. On est tous des leaders différents, donc ça nous prend un bon mix de leadership dans une chambre pour pouvoir bien performer. Puis c'est encore là pour moi. Je reviens à Mike Keane encore, qui a été mon capitaine pendant 4 ans au Manitoba. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait dans la chambre, ça me revenait tout le temps. C'est tout le temps ça que j'essayais d'appliquer parce que c'est tellement un grand leader. Tu vois ce qu'il a fait dans sa carrière. Tu te dis, bon, mais ce gars-là, c'est un vrai. Puis il m'a donné la chance d'avoir un bon exemple en avant de moi. Donc, j'essayais de reléguer en même temps les mêmes choses que j'avais appris de lui pour pouvoir. Puis en même temps, quand je parle avec des coéquipiers que j'avais au Manitoba, c'est drôle, mais on revient tout le temps à la même chose. On est souvent un groupe d'amis que j'ai on est devenus des bons leaders dans notre chambre qui étaient dans les différentes équipes qu'on a jouées, puis on revenait tout le temps à la même chose. C'était qu'est-ce que Mike Keane dirait dans cette situation? C'est tout le temps cette situation-là. Wow. Donc c'est à ce point-là qu'il nous a marqué. Il nous a vraiment tous marqués pour pouvoir devenir des leaders à notre façon aussi. Est-ce que tu as gardé toutes tes jerseys? Oui. Wow! Mes jerseys, j'ai tous. Peut-être qu'il me manque celui de la Louisiane, je crois. Celui de la Louisiane, j'essaie de le chercher. Puis,
Puis tu fais quoi avec? Ouais. Est-ce que tu te fais un petit Hall of Fame? J'essaye. Ma femme était en train de m'arranger ça dans mon sous-sol. Elle dit, Max, c'est chandail dans mon garde-robe. Elle dit, ce serait le temps que tu les accroches quelque part. Donc, j'essaye. C'est ça. Faut que je me mette là-dessus à trouver des cadres puis pouvoir les afficher. J'en ai affiché un l'été passé, je crois. Mon millième match, je crois. C'est le premier que j'ai mis dans mon sous-sol. Mais oui, il faut... J'ai toutes les chandails de chaque année. Ouais, je crois que j'ai toutes les chandails chaque année. Quand ils t'ont célébré le 1000, là, oui. Explique-moi un peu, c'était comment la journée, là? C'est quand même fou, là! 1000 matchs pro, man! Ouais, ça, c'était... ça, j'étais à Springfield cette année-là, c'est ça. Puis, la saison avance, tu joues. Ma famille était restée au Québec avec les enfants. Puis, elle était venue me visiter, je crois, 2 semaines avant que ça arrive. Donc, elle pouvait pas assister. Elle est partie 3 ou 4 jours avant mon millième match. Elle pouvait pas rester, les enfants avec l'école, et tout. Puis, comme je lui en parlais avec elle, mais je pense même pas que les gens le savaient ou quoi que ce soit. C'est elle, je crois, qui l'avait dit à soit un coéquipier ou à un photographe de l'équipe ou quelqu'un qui s'occupe de l'organisation. Puis, c'est eux autres qui ont fait non, il faut le souligner. Puis là, elle a dit oui, il faudrait le souligner, ça serait bien. Puis, donc, je crois que c'est un peu de sa faute à elle si l'ont célébré. Je crois même pas je suis pas sûr que les gens l'auraient su. Puis, donc, c'est ça a été une grosse surprise. Je me souviens, on jouait à Bridgeport, je crois, ce match-là. Puis, donc, je pourrais jamais oublier ce match-là parce que, premièrement, j'ai fait les gars enlever dans la Ligue américaine, tu peux pas faire ton warm-up sans casse. Donc, les gars ont enlevé mon casque avant le warm-up, ils l'ont caché. Donc, ils ont dit non, Max, on va faire un warm-up pas de casque aujourd'hui. Donc, ils m'ont fait embarquer sur la glace, comme ils font avec les recrues dans la Ligue nationale, embarquer sur la glace tout seul, pas de casque. Donc, je me souviens, les gars de l'autre équipe à Bridgeport, ils regardaient de l'autre côté de la glace. Qu'est-ce qu'il fait tout seul sur la glace? Pas de casque, rien. Ils se posaient des questions. Wow. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pu mon millième match là, mais on commence le match. Je pense qu'on met 4 buts en première période. On mène 4-0. Arrivé, même, je pense peut-être 4-0. Jusqu'à la deuxième période, on mène 4-0. On a réussi à perdre le match 5-4 ou 6-4 en prolongation. Donc ça, c'est un match que je pourrais jamais oublier aussi. Là. Juste pour le millième match, puis la façon que le match a fini aussi. Là, j'ai vraiment, OK, ça a été... Mais non, ça a été, pour moi, ça a été très, très touchant que l'équipe souligne ça. C'est une équipe que je venais d'arriver aussi. Ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé à Springfield. Mais c'est des gens qui peuvent te reconnaître, mais qui, en même temps, reconnaissent ce que tu fais, ce que tu as fait à travers la Ligue. Quand tu as joué des fois contre eux autres, j'ai joué contre plusieurs de ces gars-là à travers différentes équipes, donc qui puissent se reconnaître comme ça, ça a été nice. Ça a été très bien, très cool. Ça. Nice. Bon, là, on tire à sa fin, là. On traite je vais pas te traiter de ton temps non plus. Mais. J'ai du temps, je suis en quarantaine. Ben oui, parce que t'es revenu. C'est vrai. Je suis en quarantaine. C'est vrai. OK. Je parle ou sinon je fais du ménage pour ma femme, j'ai le choix. Où tu trouves le jersey de Springfield qui manque. C'est ça, c'est ça. Parle-moi un peu de un joueur que. Dans tes 17 ans, y a-tu un joueur qui t'est comme. Yo, ce gars-là, si tout avait connecté comme il faut, il aurait brûlé la ligue. Là. Ah, wow. Qui aurait brûlé la ligue, un gars. Ou qui aurait eu un impact quelconque sur une équipe, tu sais. Il y a tout le temps comme le gars que tu fais comme damn, si les gens savaient à quel point ce gars-là était fort en pratique, ça a juste pas à donner, guys. Oui, il y en a. C'est quand même une bonne question, ça. Des gars, avec moi, je crois ça va être Travis. Les gens ne connaîtront peut-être pas. Il s'appelle Travis Morin. C'est un gars avec qui j'ai joué au Texas. Puis on a gagné le championnat ensemble aussi. Mais ce gars-là était tellement intelligent. Mais même moi, la première année quand je suis arrivé là-bas, puis lui aussi c'était sa première année, il était un peu plus jeune. Tous les gars plus vieux comme moi, on le regardait pratiquer, on se dit, hey, ce gars-là, c'est comme, en anglais, ils disent, he's got no heartbeat. Comme il est tellement mou, on dirait il est mou, c'est un flanc mou, il travaille pas fort, rien. Il fait quoi, mais. Est-ce que tu parles de Travis Mowen?
Non, Morin, M-O-R-I, Morin, Travis Morin. Ok, je pensais que tu disais Travis Morin, j'allais dire Damn Wreck et No Heart. Non. Morin, ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis, ce gars-là était, c'est ça, mais plus l'année avançait, plus tu pouvais comme, pas l'espionner, mais regarder comment il travaillait, comment il faisait les choses, mais j'ai joué 4 ans avec lui. Ce gars-là était tellement bon, travaillait tellement fort. C'est un des gars qui travaille le plus fort que j'ai vu dans ma vie. Puis, c'est sûr qu'encore là, des fois, quand c'est un gars qui est un peu dans la même situation que moi, ou qui était sur un contrat Ligue américaine, qu'il n'a pas vraiment eu une grosse chance de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Que quand tu regardes après ça ce qu'il a fait dans la Ligue américaine, tu te dis hey, comment ça se fait qu'un gars comme ça n'a pas pu jouer dans la Ligue nationale après, hein? Puis mais tu sais, il y a tout le temps une raison, que ce soit là, le patin, que ce soit là, les circonstances. C'est insane, là. Je vois ces stats, là. 88 points, 66 matchs. C'est ça. Ça a été fou, là. Oui. Ça a été ce gars-là. Puis ce gars-là a été... c'était un joueur tellement intelligent. C'est un des plus intelligents que j'ai vu sur la glace. Mais c'est ça. Mais au début, tout le monde doit se demander, ce gars-là, il travaille pas fort, rien, mais plus tu le connais, plus tu le regardes, plus tu te dis, ah, wow, ok, oui, il est vraiment efficace sur la glace, c'est surtout ce qu'il fait, là. Quand tu... en fait, la question que je pose à tout le monde, qui est tous les joueurs et joueuses de hockey qui viennent sur le podcast, c'est on te donne un dernier pick-up game, puis après ça, tu die. Choisis un gardien de but, un défenseur pour jouer avec toi, et 3 attaquants, tu prends qui? Wow, un gardien de but pour jouer avec moi. Ben là, ça dépend. Est-ce que tu veux mes amis ou tu veux que mon équipe performe, là? Yo, c'est toi qui die après. C'est moi qui die après, là. Fait que moi, j'allais avec mes amis, j'ai pas le choix d'aller avec mes amis. J'allais avec Drew McIntyre, ça va être mon gardien. Yo, c'est comme le lutteur, bro. C'est ça, oui, comme le lutteur, ouais, c'est ça. Drew McIntyre, c'est un gars qui, en même temps, moi, je suis bon pour les gars qui ont travaillé dur, qui ont pas nécessairement eu des grosses chances, mais qui ont performé. Puis surtout dans la Ligue américaine, pour moi, Drew McIntyre, ça a été un de mes meilleurs coéquipiers. Il a tellement fait pour moi au courant de ma carrière, là, donc ce gars-là, c'est mon gardien. Peu importe où j'irai, ça va être mon gardien. OK, fait que Drew McIntyre. Après ça, tu m'as dit un joueur d'avant? Un défenseur pour jouer avec toi, puis 3 joueurs d'avant. Un défenseur pour jouer avec moi. Un défenseur pour jouer avec moi. Attends un peu, là. Joueur d'avant, je vais t'aller avec les joueurs d'avant parce que là, tu me fais trop penser un peu. Drew, il a fini au Japon. Il a fini sa carrière au Japon. Oui, il a fini il y a 2 semaines, peut-être 2-3 semaines aussi. Donc, on a joué junior un contre l'autre, donc ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît et qu'on a exactement le même parcours. Wow. Donc, je dis tout le temps que si j'étais gardien, je serais exactement lui. C'est ça que... C'est très fou, ça. Ouais. Joueur d'avant, c'est sûr que je prendrais Jamie Benn, comme je t'ai dit tantôt. Ouais. Après ça, joueur d'avant, je vais prendre... tu me poses des... Je vais prendre Crosby. Oui, c'est tough. Ben oui, je vais prendre Crosby parce que Crosby, c'est Crosby. J'ai pas le choix. Juste avec lui dans mon équipe va gagner, je suis correct. Non, mais ce gars-là, c'est déjà une légende vivante, on s'entend. C'est un autre monde, là. Non, oui. Donc, je suis rendu à quoi? Je suis rendu à... Il te manque un attaquant puis un def. Ouais, un attaquant puis un def. Hey. Tu me poses trop des bonnes questions. C'est ta dernière guerre, pour ça tu die. Ouais, je die, hein. OK, ça va être Jason Jaffrey, un autre joueur avec qui j'ai joué. Okay. Un autre de mes meilleurs amis, Jason Jaffrey, qui a joué encore là. C'est ma copie conforme en joueur d'avant. Et puis, défenseur. C'est drôle hein, que je suis défenseur, j'ai de la difficulté à trouver. Ouais, moi je pensais que ça allait être ton plus facile. Non. Ben, sûrement que je prendrais Raymond Bourque, là. Ah juste ouais, hein? Juste pour le fait que c'est Raymond Bourque, puis c'était un de mes idoles quand j'étais jeune. Je lui demanderais de sortir de la retraite puis de venir jouer avec moi. Wow! Ouais. Ben yo, en tout cas, c'est un très beau line-up, puis ce que j'aime du line-up, c'est que t'as des gars de la Ligue américaine, t'as des Hall of Famers, t'as des gars qui ont joué au Japon, t'as des gars de partout. Puis je trouve que ça représente super bien le parcours que tu as eu, un parcours professionnel de plus de 1000 matchs. Je pense que on l'a un peu échappé ici dans la façon qu'on
qu'on a un peu oublié, je pense, de bien parler de toi comme il faut pendant ta carrière. Mais là, on va remédier à la situation puis s'assurer que tu reçoives les fleurs que tu dois recevoir parce que 1000 matchs professionnels, tu jouais dans la Ligue américaine où c'est un combat à chaque... quoi que quelqu'un prend un mauvais respire sur quelqu'un d'autre, là. Mad respect pour toi, puis merci tellement beaucoup d'être venu sur le podcast. C'est un beau 45 minutes que j'ai passé. Merci beaucoup. Je veux dire, moi, j'ai jamais fait ça pour avoir de la reconnaissance ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui a tout le temps voulu faire les choses pour travailler fort pour devenir le meilleur que je peux dans tout ce que je fais. Donc, pour moi, je fais mon affaire, puis des bonnes choses qui arrivent après, c'est ça que je me dis. Ben, on a la même mentalité là-dessus. Merci encore. Merci beaucoup. Très bon pod avec ma man Max. Écoutez, on a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. On a beaucoup d'English Friday en backup, là. On va essayer de les sortir. T'sais, on a Joe Villano qu'on a fait avant le début de la saison, qu'on a en backup. On va essayer de vous sortir ça le plus rapidement possible. On est en train d'essayer de voir est-ce qu'on prend un off-season pendant l'été ou on continue. Donc, on regarde tout ça. Moi, comme je vous dis, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux, sans restriction sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles, pour avoir les nouvelles du sport, point dans la journée même. Là, la story Instagram est pleine à chaque jour. C'est quelque chose que je trouve très important. Puis on va continuer à le faire. Puis n'oubliez pas d'aller acheter votre billet pour la rediffusion du live sans restriction. Tu as jusqu'au 14 mai pour acheter ton billet. Puis en fait, tu as jusqu'au 14 mai pour voir le show. Tu vas pouvoir le voir 100 fois si tu veux, mais il faut t'acheter un billet au moins une fois. Donc, c'est ça que c'était. Hein? C'est ça que c'était. Le show est fini. Max était excellent. J'aime ça, moi, parce que t'es pas obligé d'avoir Christopher Le Temps à chaque show. Pas obligé d'avoir Pierre-Luc Dubois à chaque show. Max Fortunus, 1000 matchs dans les pros. Une très belle carrière chez les pros, capitaine dans une équipe professionnelle, arrêtez là. Ce gars-là mérite vraiment plus que 45 minutes sur le podcast. Certainement qu'on va faire un part 2 avec lui. Vraiment aimé ma connexion avec lui. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Oubliez pas la rediffusion, oubliez pas de 30% live, le code pour avoir le gear à 30% jusqu'au 14 mai. Sur le zonekr.ca. Partenaire du pod, Bruno, merci. Mathieu Brutus pour la musique, merci. Je m'en vais manger mes hamburgers, baby!